Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Pour ce dernier numéro de ce mois, nous vous proposons un coup de projecteur sur la toute jeune association Stop OGM Pacifique, qui par son appellation résume parfaitement son objectif premier. Bonsoir Claire Chauvet. Bonsoir. Vous êtes ce soir la représentante de l'association et je pense que vous êtes entourée de sympathisants en ce qui concerne vos invités. C'est cela, donc il y a Ashley donc de l'ADCK qui va nous parler des arts culinaires et Fabrice, le petit oiseau de l'émission qui est de la SCO, donc qui va tout nous expliquer sur les petits oiseaux dont il prend soin. Bienvenue à vous, vous avez promis de nous faire le cagot tout à l'heure, on attend ça avec impatience. Bonsoir Karen. Bonsoir. Au menu ce soir. Eh bien de la marche et puis nous allons sympathiser aussi avec le mouvement de Claire. Stop OGM Pacifique qui vous invite à rallier sa cause image. Venez adhérer, vous aurez un autocollant. Oh, un jaune alors. Tu veux un jaune? Festif, hein. C'est votre mission première que d'informer, de sensibiliser les gens sur les OGM, ce qui explique votre présence dans les endroits publics, tels que les marchés? Tout à fait, c'est-à-dire que la problématique des OGM n'est pas forcément très bien connue ici en Nouvelle-Calédonie. Donc on s'est donné pour mission depuis notre création d'essayer de sensibiliser le maximum de personnes pour expliquer ce qu'est un OGM, quels sont les enjeux. Alors, on a vu les images de la marche que vous avez organisée samedi contre Monsanto, multinationale spécialisée dans les biotechnologies végétales et principal producteur de semences génétiquement modifiées. Autant dire que c'est votre meilleur ami. C'était votre première manifestation du genre ? Tout à fait, c'était la première manifestation qu'on a organisée, on va dire, de un peu grande ampleur. Ouais. On est tout à fait contents, il y a eu 150 personnes qui se sont mobilisées pendant cette marche, mais c'est un mouvement mondial en fait. C'est pas... Nous, on n'a fait que relayer, j'ai envie de dire, cette démarche qui a eu lieu dans une cinquantaine de pays dans le monde, qui a commencé en Polynésie, qui s'est terminée à Hawaï et qui a rassemblé 2 millions de personnes dans le monde. D'accord, on y reviendra, je pense, en détail avec vous. Karen, est-ce que vous pensez que les Calédoniens ont conscience du danger des OGM ? De plus en plus, les gens prennent conscience, même s'ils ne savent pas exactement ce que ça revêt, parce que c'est vrai que c'est un concept qui est assez compliqué à expliquer. C'est de la science qui est faite dans des laboratoires, donc on a du mal à appréhender, j'ai envie de dire, le sujet. Mais dès qu'on parle, oui, des dangers, de ce que peuvent représenter les OGM comme impact sur la santé et sur l'environnement, les gens réagissent beaucoup plus. Et j'ai envie de dire, le sujet est de plus en plus abordé en Nouvelle-Calédonie et c'est tant mieux. Organismes génétiquement modifiés, on en parle de plus en plus. Vous le disiez, un peu de gens cernent bien la problématique, il y en a très peu. Quelle est-elle justement ? Allez-y, expliquez-nous un petit peu. Jusqu'à maintenant, depuis j'ai envie de dire que l'agriculture existe, les semences ont toujours été reproduites naturellement par les agriculteurs qui conservaient leurs semences d'une année sur l'autre pour les replanter. Et aujourd'hui, avec on va dire l'agriculture moderne, on a inventé des techniques pour améliorer les semences, pour obtenir de meilleurs résultats en agronomie. Et cette nouvelle technologie va aujourd'hui jusqu'à modifier les plantes pour créer des croisements qui n'existent pas dans la nature. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on faisait des croisements entre carottes et carottes, tomates et tomates, maïs et maïs. Et aujourd'hui, dans des laboratoires, on arrive à introduire par exemple un gène de bactérie dans une tomate ou dans un maïs. On arrive à introduire un gène humain dans un poisson, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'on modifie réellement la structure même de la vie. D'accord.
Donc ça, c'est au niveau technique, hein. Et au niveau un peu éthique, le problème des OGM, c'est qu'on met des brevets sur le vivant, c'est-à-dire que les multinationales comme Monsanto ou d'autres, j'ai envie de dire, s'accaparent un peu les semences et on est obligé de payer des royalties pour pouvoir utiliser ces semences. Et on n'a pas le droit de les reproduire, de les réutiliser les années suivantes. Les OGM entraînent forcément la perte des semences naturelles ? Le problème, c'est qu'il y a une uniformisation, j'ai envie de dire. On trouve de moins en moins, effectivement, de semences naturelles parce qu'il y a des grosses pressions au niveau des lobbies de ces multinationales pour que soient vendues en priorité ces variétés. Ça se joue à très haut niveau et ici, sur le territoire, beaucoup de gens cherchent désespérément, j'ai envie de dire, des semences variétés potagères et finissent par aller au magasin acheter des semences qui peuvent venir d'Asie, qui viennent d'Australie et très peu de variétés continuent à être reproduites. Donc au niveau global, oui, il y a vraiment une perte. Pour citer un exemple, au niveau du maïs, au niveau du soja, c'est 80% de la production de soja au monde qui est OGM. Ah, quand même. Ça laisse sans voix. Bon, on va continuer la conversation dans quelques instants. Jaineren, avec vous, Ashley, vous êtes servi sur un plateau pour le week-end à venir avant de partir dans le Nord du 10 au 15 juin prochain. Le jour du festin en est à sa 3e édition, avec toujours cette même volonté de faire rayonner les traditions et les savoir-faire ancestraux culinaires. Oui. C'est cette volonté aussi de s'associer à un mouvement qui nous a contactés il y a quelques années de ça, qui s'appelle le mouvement Slow Food, qui est un peu dans la même dynamique que ce qui vient d'être abordé. Slow Food, c'est bon, propre et juste. L'idée de Carlo Petrini, qui a fondé cette association au départ, était ça, d'encourager les gens à manger, à mettre des choses dans leur assiette qui venaient de pas loin, qui étaient cultivées proprement, et qui permettaient à l'agriculteur qui l'avait produit de gagner sa vie. À partir de là, nous, on a été le relais entre Slow Food et des associations locales, et notamment Jaineren, qui est une association qui avait été fondée par le pasteur Passa, qui met en avant des modes de culture traditionnels qui sont justement inscrits dans cette dynamique. Et donc, chaque année, nous, on essaye de convaincre notre public, mais aussi les opérateurs locaux, de la nécessité de se pencher sur les productions locales. Toujours sur le même principe, des cuisiniers professionnels ou pas qui échangent. Alors, cette année, on est simplement sur la table d'hôte au centre, et puis on a décidé de se décentraliser quelque part, d'aller sillonner le pays un peu pour parler de ces problématiques-là, mais à peu près toujours sur la même base, c'est-à-dire prendre des produits locaux, essayer de les mettre dans les mains et dans la tête d'un professionnel, et d'en sortir quelque chose dans l'assiette qui allie le bon, le juste et l'agréable. Tuo, Koné, Canala, ça ce sont les 3 destinations dans le Nord. Alors, au programme de ce festival, conférences, ateliers culinaires, des dégustations bien sûr. Sur la caravane itinérante, oui, parce qu'on a choisi de faire venir pour la 2e année consécutive justement une dame qui a fondé une société au Vanuatu, qui est justement sur ces dynamiques-là, c'est-à-dire pourquoi aller chercher loin des choses bonnes alors qu'on en a près de chez nous, essayons de les retraiter, de les mettre dans un conditionnement, dans des conditions de vente qui permettent justement aux consommateurs lambda d'acheter près de chez lui des bons produits. Ah bah oui, coup d'envoi au Centre culturel Chibaou samedi, tout à fait. Pour une table d'hôtes. Oui. Et au menu alors ? Plein de bonnes choses, sans OGM, garantie sans OGM, puisque issu à 100%, je dirais, du pays. Ouais. Alors normalement, on n'en a pas. Enfin, en tout cas, quand on va chercher du miel de Uegua, par exemple, on est sûr qu'a priori, on ne devrait pas en trouver. Donc du poisson, de la viande, un menu copieux et intéressant, parce que justement, c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les assiettes de tous les jours, et même dans la restauration. Même si aujourd'hui, les hôtels, les restaurants, les gîtes essayent d'être imaginatifs sur ces questions-là.
Alors une table d'hôte ouverte à tous, bien sûr, pour cela il suffit de réserver. Hein. Alors attention, parce que limité à 100 places. Donc c'est limité, en effet. Il faut réserver, oui, tout à fait. Oui. Il faut réserver. Le centre culturel Chibaou, oui, pour pouvoir goûter au délicieux mets que vous nous aurez préparé avec amour. C'est vous qui cuisinez, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous cuisinez vous-même, Ashley, non? Non, là, on fait appel à des professionnels. Je cuisine moi-même, mais pas de la façon dont ça sera mis en valeur ce week-end. J'imagine votre plat préféré? Moi, je dirais le porc au sucre. Ah, tout simplement. Ouais. C'est vrai, quand il est réussi, il est réussi. On parle cuisine, mais la musique sera aussi de la partie? Oui, tout à fait, oui. On essaye toujours d'associer un peu plusieurs plaisirs sur ce genre de journée-là. Donc, une belle journée avec la nourriture, mais une après-midi aussi en musique avec des groupes locaux, sans EGM aussi, théoriquement. D'accord, très bien. On y sera. Nérouz et Dolores. À partir de 14h. 14h pour la musique. Ouais. Merci beaucoup. Il est des quartiers où il fait bon vivre malgré les apparences. Il suffit pour cela de fédérer ses habitants autour de projets qui s'ouvrent aux rencontres, au partage, reportage. Je m'appelle Jean-Jacques Paponneau, je suis le président de l'association du quartier des volontaires. Le quartier des volontaires est un sous-quartier de la vallée du Tyr qui se trouve du côté de l'école Griselli. Donc cette association a été créée en 2006, de mémoire, en juin 2006. Et ses objets statutaires sont principalement l'aménagement du cadre de vie des habitants de la vallée du Tyr. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative de créer ce petit marché sur la place de la Constantine, de manière à créer un lien de proximité avec les habitants du quartier. C'est un marché d'abord, un marché entre amis. On ne cherche pas la performance, on ne cherche pas à devenir gros. Ce que l'on veut faire, c'est développer un marché de proximité, c'est-à-dire se mettre à la place des personnes qui ont une faible mobilité, c'est une manière de dire qu'ils n'ont pas de voiture, de manière à pouvoir trouver sur place des prix moins chers que dans les autres marchés de la ville. Aujourd'hui, j'ai trouvé un beau crabe, il a l'air tout plein, et puis du poisson fumé et des tarots bourbons. Je viens des orchidées là-bas, de Benjata-Ouémo pour acheter tout ça. Donc, puis comme c'est mon quartier aussi, c'était mon quartier avant. Voilà quoi. J'aime bien revenir sur les lieux de mon quartier. Je constate simplement, c'est qu'il y a un mieux-être dans les relations entre les personnes, notamment avec les jeunes avec qui on a des échanges, j'irai maintenant basés sur du respect. On accepte les différences et je peux vous dire que si vous posez la question à gauche, à droite, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va beaucoup mieux à la vallée du Tyr qu'il y a 6 mois en arrière. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Hein. Allez, sans transition aucune, focus sur les oiseaux marins avec vous, Fabrice Cuny. Et ce sont les pétrels, les sternes néris qui nous intéressent aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi le mois de mai est une période délicate pour les puffins et les pétrels de Gould ? Alors, cette période du mois de mai, elle est délicate, tout simplement parce qu'on arrive sur la fin de la période de reproduction pour les puffins et les pétrels. Donc, ce sont des oiseaux qui vivent sur la pleine terre pour leur reproduction, donc dans des terriers. Alors, certains sont dans la chaîne, donc vraiment sur la grande terre, les autres sur les îlots. Et à la fin de cette période de reproduction, les jeunes vont commencer à décoller pour effectivement s'en aller. Et là, on a un impact qui est lié à la pollution lumineuse et qui est un peu malheureusement la cerise sur le gâteau, puisqu'au préalable, ces oiseaux ont dû échapper aussi à d'autres problématiques, la destruction de leur habitat, éventuellement aussi des prédations qui sont liées, par exemple, aux rats, aux chats et aux chiens pour les oiseaux qui nichent à l'intérieur de la chaîne. Et donc, du coup, lorsqu'ils ont passé toutes ces épreuves, le dernier coup de grâce peut être effectivement l'impact de la pollution lumineuse, c'est-à-dire que les jeunes vont être attirés par les lumières, percuter un lampadaire et après retomber sur le sol. Une fois sur le sol, comme ce sont des oiseaux marins qui ne sont pas dans leur milieu habituel, ils ne vont pas redécoller d'eux-mêmes. Donc du coup, soit ils vont mourir déshydratés, soit ils vont être attaqués par des chiens qui vont divaguer, ou finir écrasés par une voiture puisqu'ils n'ont pas la capacité justement à redécoller par eux-mêmes. Qui prend en charge ces oiseaux échoués alors ?
Alors dans ce cadre-là, on a lancé une opération qui s'appelle SOS Pétrel. Et donc on incite les gens qui découvrent effectivement ces oiseaux échoués à nous contacter et du coup de pouvoir les récupérer et permettre effectivement de les relâcher et de leur donner une seconde chance effectivement pour leur vie. Ça concerne 3 espèces, dont 2 qui sont particulières, que sont le pétrel de Goud et le pétrel de Tahiti. Ces 2 espèces-là sont en très faible nombre sur l'ensemble de la Grande Terre. Et donc le moindre individu qui peut être sauvé, c'est un plus pour après le futur de l'espèce. D'accord, très bien. Parlons un peu de votre oiseau préféré. Alors, votre oiseau préféré, puisqu'on a des périodes de reproduction qui se terminent pour les puffins et les pétrels, mais d'autres oiseaux vont commencer à se reproduire, et en particulier la sterne nereis. Oui. Donc c'est une petite sterne qui, elle, a fait le choix de ne pas se reproduire en même temps que les autres espèces de sternes. Les autres espèces se reproduisent pendant la saison chaude, et elle a choisi de se reproduire pendant la saison fraîche. Et donc elle niche sur les îlots. On voit là sur les images donc, les œufs et puis les poussins, qui sont très mimétiques par rapport au corail sur lequel effectivement... Dire, dangereux là pour... Donc difficile effectivement à observer. Et très fragile dans le sens où la moindre perturbation, fréquentation humaine ou passage trop fréquent de personnes effectivement sur des îlots va emmener effectivement la colonie, en tout cas les adultes, à laisser l'œuf ou le jeune et qui va du coup être extrêmement fragile. Donc c'est une espèce dont on estime qu'il reste à peine 150 couples sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et qui en plus a fait le choix d'une stratégie en matière de reproduction qui est de le faire en période de saison fraîche et de le faire aussi par contre sur une période relativement courte. Entre le moment où le couple va pondre l'œuf et que le jeune va décoller, il va s'écouler à peu près 3 ou 4 semaines. Donc c'est une autre forme de stratégie, mais du coup la moindre perturbation rend encore plus fragile la reproduction de cette espèce. D'accord, la période de reproduction, on y est là ou... Alors on y est puisqu'elle commence à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre en matière de phase de reproduction. Et donc du coup la recommandation qu'on peut faire, c'est aux personnes qui vont et qui fréquentent les îlots, c'est en cas d'observation effectivement de cette espèce, d'éviter de débarquer ou d'éviter en tout cas de s'approcher de l'espèce pour favoriser la reproduction au maximum. Le message est bien passé et l'oiseau est tout simplement magnifique. Merci beaucoup. Allez, il s'appelle B-Boy Pash et les inconditionnels de hip-hop savent très bien de qui je parle. Il a séché tout le monde et a gagné sa place pour le Boti 2013. Entendez Battle of the Year avant de s'envoler pour la métropole. Arrêt sur une libre antenne. Salut tout le monde. B-Boy Pash, Résurrection Crew. RS représente, voilà. Moi je suis très content, là j'ai été sélectionné pour représenter le pays à Nîmes le 7 juin. Je sais que c'est pas le pays, mais voilà, je vais faire de mon mieux, je vais tout donner. Je vais me donner à fond et voilà, je compte sur le soutien de tout le monde et de tout le pays pour m'encourager et voilà, je vais faire de mon mieux là-haut. Voilà. Je compte sur vous. Aïe. Bon voyage, B-Boy. Karen. Moi aussi, je sais le faire. On sait tous le faire, évidemment. Évidemment. Eh bien, nous allons participer à la lutte. Cette marche qui a eu lieu donc le 25 mars contre le géant de l'agrochimie Monsanto, le méchant. C'est vrai que beaucoup de gens ont marché partout dans le monde. Il y a eu plus de 2 millions de marcheurs, plus de 52 pays, plus de 275 villes qui ont participé. Nous allons voir des images de plusieurs des manifestations qui se sont déroulées donc au Japon, qui se sont déroulées à Strasbourg, qui se sont déroulées à Bruxelles, où il y a eu effectivement 1000 personnes et puis 80 interpellations, il me semble, à Anvers, si j'ai les bons chiffres. Alors, ils ont protesté contre Monsanto et puis La Réunion a participé également et elle a permis d'offrir aussi des séminaires pour nous informer aux alternatives contre les pesticides, pour nous informer contre comment utiliser la permaculture et puis l'agroécologie, qui sont effectivement des alternatives
alternative de la façon de cultiver bio et sans OGM, bien entendu. À Mexico, ils ont fait un petit axe fort. À Belize, c'est le ministère de l'Agriculture qui, lui, a décidé de brûler carrément toutes les semences OGM qu'il avait. Donc il y a également le logo que vous pouvez voir à l'écran, les faucheurs volontaires qui, eux, sous la coupelle du député Noël Mamère et puis José Bové, vont dans les champs de maïs et puis sur des cimes fauchent les champs de maïs transgéniques, OGM, de façon, on va dire, clandestine. Donc ils se font souvent rattraper par la loi, mais ils assument leurs actes, donc les faucheurs volontaires, si vous voulez vous inscrire. Et puis alors pourquoi tant de haine à l'égard de Monsanto? Et puis Monsanto est réputé depuis longtemps accusé de produire donc des produits chimiques nocifs contre l'humain et puis l'écosystème. Vous allez voir des images. Il était responsable à l'époque, durant la guerre de Vietnam, des malformations sur les enfants avec l'agent orange. Et il est responsable également d'un pesticide qui est en vente libre, le Roundup, qui lui contribue à certains cancers, la maladie de Parkinson, des déformités et puis des allergies et d'autres problèmes de santé. À quoi ça ressemble un fruit OGM? On se pose tous la question, c'est quoi la différence? Eh bien, nous avons une petite vidéo pour vous montrer exactement c'est quoi, par exemple, une pomme OGM, quand on la découpe. Voilà, vous allez voir que quand on la découpe, on a l'impression de retrouver une pomme, mais non, en fait. C'est une vraie pomme. Voilà. Jolie à l'extérieur, hein. Mais alors à l'intérieur, on se demande ce que c'est. Voilà, ça c'est une pomme OGM, par exemple, donc on dirait une paire d'oreilles. Ah oui. Ça calme. Ça calme. Vous pensez qu'il est possible qu'il y ait des cultures transgéniques en Calédonie sans qu'on le sache, Claire? Il est possible qu'il y en ait. Aujourd'hui, on ne peut pas le prouver parce que ça demanderait c'est un vaste champ d'investigation. Faire des analyses OGM, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire des analyses de pesticides. Il faut envoyer ça dans des laboratoires agréés qui n'existent pas en Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, oui, on a des interrogations. On est preneur de toute information, évidemment, sur la présence ou pas d'OGM sur le territoire. On sait qu'à Hawaï, il y a plus de 5000 expérimentations d'OGM. Donc c'est un peu la menace dans le Pacifique, notamment au niveau des papayes. Il y a des papayes transgéniques. Est-ce qu'elles sont présentes ici ou pas? On se pose la question. Et l'Australie également est un gros producteur d'OGM dans la zone. Donc étant donné... C'est pas loin tout ça, ça se rapproche. Voilà, étant donné qu'il y a très peu de semences qui sont faites ici et qu'elles viennent de l'extérieur, on n'a pas de garantie qu'il n'y en ait pas ici. D'accord, très bien. C'est le 7 février 2008 que toute culture d'OGM commerciale a été interdite en France. Voyons comment, à cette époque-là, on appréhendait cette réglementation ici. On écoute. Le contrôle se fait au moment de la délivrance des permis d'importation et suite aux dispositions qui ont été prises en métropole récemment, nous nous alignerons sur cette analyse de risque et à l'avenir, on sera attentif à ce que les semences importées ne soient pas issues d'OGM. Le gouvernement calédonien devrait bientôt informer les importateurs de ces nouvelles règles, car pour l'heure, aucune délibération, aucun arrêté n'interdit aux semenciers de recevoir du maïs génétiquement modifié. Parfois, ils ne sont même pas informés sur la présence ou non d'OGM dans leurs propres commandes. On n'a aucun moyen, si on lit l'étiquette, on peut la lire en recto verso, on n'a aucun moyen de savoir si c'est du maïs OGM ou pas. On ne l'utilise pas, c'est certain, parce qu'on n'en a pas le besoin actuel. Tant qu'on a les produits nécessaires pour traiter nos cultures, les insecticides, les herbicides, ça va, on arrive à maîtriser. Mais le jour où on ne pourra plus le faire, il faudra trouver d'autres solutions et à ce moment-là, on fera comme partout ailleurs. Voilà une situation donnée il y a 5 ans. Vous dites qu'aujourd'hui, on est dans le même flou artistique. À l'heure qu'il est, il n'existe absolument aucune réglementation OGM en Nouvelle-Calédonie, dans la région Pacifique même. Alors, pas de réglementation en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire ni sur les semences, c'est-à-dire que des semences OGM peuvent rentrer ici sur le territoire sans que les douanes s'en inquiètent. Et il n'y a pas de réglementation sur l'étiquetage des produits. Les grands pays dans le monde développé ont un étiquetage. Ici, on ne sait pas, quand on achète un produit, en regardant l'étiquette, s'il contient des OGM ou pas. Le CCE, Comité consultatif de l'environnement, a travaillé sur ce sujet l'an dernier. Vous avez remis vos conclusions au gouvernement ?
moment? Le travail est toujours en cours, donc les conclusions sur le domaine de la santé et de l'environnement ont été remises. Là, le CCE est en train de travailler sur la réglementation en elle-même, en train de rédiger un texte pour le proposer au Congrès, au gouvernement. Alors justement, que préconisez-vous dans ce rapport? Ce qu'on demande, en fait, il y a un vœu qui a été émis. Ce qu'on demande, c'est un étiquetage des OGM dans les produits commercialisés, une interdiction d'importation des semences OGM sur le territoire et une alimentation animale sans OGM. Ça, c'est le minimum. Après, à décliner en fonction des possibilités ou pas, en dialoguant avec tous les acteurs du secteur, que ce soit les agriculteurs, les importateurs, voilà, que tout le monde s'y retrouve et qu'on soit au maximum protégé. Très bien, merci beaucoup. Si on a envie d'en savoir un peu plus, le film Hawaii Champs libres pour les OGM est un moyen efficace pour comprendre la problématique et mesurer l'ampleur des risques encourus. Vous en avez acquis les droits du film. Vous pouvez organiser des projections débats à la demande. Voilà, on en a déjà organisé une petite dizaine. On en fera encore plusieurs cette année. On espère peut-être le passer sur votre antenne. Ce serait super pour que le maximum de gens puissent être informés. Alors, Stop OGM Pacifique est une touche d'association qui a plus que jamais besoin de soutien. Comment? Eh bien, en vous rendant sur le site, bien sûr, www.stopogmpacifique.org. Et le soutien passe par la signature de la pétition mise en ligne. Voilà, tout à fait. Il y a une pétition à signer, donc qui est possible de signer sur Internet ou alors en nous rencontrant sur les marchés pour venir discuter et puis adhérer éventuellement à l'association. Merci beaucoup. Je pense que les messages sont bien passés ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, à 20h, Endemix, présenté par Julie Baron. Merci. Bonsoir.